Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Michel Costasec. Je suis ravi d'être présent ici pour co-présenter avec Karine Soyer ce regard croisé. Alors, je vais commencer par une petite question comme ça pour détendre notre atmosphère, on va dire. Donc, vous avez Margaret Thatcher, Lyndon Johnson, la princesse, la reine Elisabeth, et puis qui est-ce qu'on peut dire d'autre? Margaret Thatcher, qui sont dans une même pièce. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est pas une histoire drôle. C'est pas une histoire drôle. En fait, c'est en général les invités qui sont convoqués dans les cours sur ce que les Américains, les Anglo-Saxons de façon générale appellent les soft skills, c'est-à-dire le développement personnel. Pourquoi? Parce que justement pour comprendre en fait comment certains parcours sortent de l'ordinaire, et c'est toujours intéressant de comprendre quel est l'élément du caractère, le moteur, le déclencheur, le catalyseur qui a permis à telle ou telle personne de faire quelque chose de remarquable ou d'extraordinaire. Et alors du coup, c'est exactement le principe du regard croisé, sauf que le regard croisé de Femmes et Change, évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, parce que vous allez voir, nous avons 3 invités, qui vont ensuite, Karine va les présenter, qui vont monter sur scène, qui sont évidemment brillantes et inspirantes, et je vous le dis parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec elles. Elles sont aussi, et alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, elles sont, je l'ai placé, elles sont dans le temps présent, ça veut dire qu'elles sont évidemment modernes et elles sont confrontées aux difficultés d'aujourd'hui, aux difficultés du XXIe siècle. Et donc ça en fait toute la valeur, puisque au-delà d'apprendre des choses pour nous, et on espère que vous allez ressortir avec des petits trucs comme ça quand vous sortirez d'ici, 2-3 trucs très simples que vous retiendrez de leur expérience. Au-delà de ça, et là c'est plus même à titre personnel, on a forcément besoin d'exemples, de modèles, de femmes entrepreneuses qui ont réussi, et clairement ce sont des candidates parfaites pour cette mission. Pour finir, vous dire que le thème précis, la question qui a été posée, c'était donc saisir sa chance. Donc ça peut ressembler à une épreuve du bac de philo, mais en fait c'est une question très concrète qui est au cœur, je pense, notamment des projets entrepreneuriaux. Et donc on va faire assez simple, on vous propose une séance en gros de 40-45 minutes d'échange avec les invités où on va leur poser des questions autour de 3 sous-questions. C'est comment saisir sa chance, pourquoi on se donne du mal et pourquoi est-ce qu'on veut saisir sa chance, et enfin sur quels outils, sur quelle base on se repose. Voilà, et après évidemment quelques instants pour échanger avec la salle, une dizaine de minutes pour prendre vos questions et que les invités puissent y répondre. Karine, je te cède la parole. Merci Jean-Michel. Eh bien, nous avons le grand plaisir d'accueillir 3 femmes au parcours bien différents, mais qui ont en fait un axe commun, c'est qu'elles ont su ou elles savent saisir leur chance. Et donc, elles vont vous présenter de quelle manière elles saisissent leur chance. Je vais vous demander d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Azélise de Vérinaz, Marwa Bouanan et Christelle Michel. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, donc, Azélise, tu vas pouvoir, je vais te présenter. Tu vas me dire si je ne fais pas de bêtises. Alors, Azélise est directrice déléguée des Échos parisiens événements. Donc, Azélise, avec son équipe, organise près de 130 événements par an en collaboration avec les rédactions des différents journaux qu'elle représente, donc à savoir les Échos, Le Parisien, Radio Classique, Investir, pour ne citer que les plus emblématiques. C'est une heureuse maman de 3 filles, 23, 21 et 17 ans. Voilà. Azélise est une entrepreneuse autodidacte et qui a conduit une bonne partie de sa carrière dans les médias et qui est très engagée dans l'égalité homme-femme et dans l'inclusion. Marwa, c'est notre... 20 sur 20. Ah, super, merci. Marwa, c'est notre Benjamin de ce regard croisé. Alors, Marwa, bonjour Marwa. Donc, c'est une toute jeune étudiante de 19 ans. Alors, Marwa est une adepte du multiculturalisme, parce qu'elle est partie 1 an passer donc, le Bachibac. Alors, le Bachibac, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bac espagnol. Elle a fait 2 ans d'euro espagnol
avant de faire un échange interlycée d'1 mois avec un lycée mexicain, parce que bon, on va peut-être voyager un peu, encore. Et ensuite, à la rentrée 2021, Marois a rejoint l'EM Normandie. Et elle a rejoint l'EM Normandie, mais elle s'est fait connaître tout de suite, puisqu'elle est devenue lauréate du projet Start-Upper 2021, avec son projet Arganissa, des cosmétiques bio à l'huile d'argan. Donc on peut l'applaudir quand même, hein, voilà. Et elle est actuellement donc, sur le campus de l'EMN, donc de l'école de management de Normandie, à Oxford. Et enfin, en parallèle, parce qu'elle avait peur sûrement de s'ennuyer, Marois est intermédiaire mandataire en assurance. Voilà, notre troisième intervenante, et pas des moindres, Christelle Michel. Bonjour Christelle. Donc Bonjour. Christelle est cofondatrice de D-Fly Paris, donc la marque de joaillerie du XXIe siècle. Elle va nous en parler plus longuement tout à l'heure. Donc Christelle est gémologue. Alors elle vous expliquera un petit peu ce qu'est effectivement la gémologie. Elle est passionnée de bijoux et de ses composants, de sa fabrication, ses poinçons, son histoire, etc. Donc elle vous en parlera un peu tout à l'heure. Et elle a mené tout son parcours professionnel autour de ce dernier. Donc nous verrons effectivement un peu plus tard quelle opportunité a permis à Christelle de saisir sa chance pour passer de son profil d'experte à une entrepreneuse dans la créatrice d'une marque de bijoux. Eh bien, sans plus attendre, on va commencer. Et moi, je vais commencer ma première question pour Marois, donc sur le thème du comment oser, comment saisit-on sa chance? Parce que c'est vrai, saisir sa chance, est-ce que c'est réservé aux gens chanceux? Est-ce qu'il y a des gens chanceux, des gens qui ne le sont pas? Voilà. Donnez-nous un peu votre avis sur la question. Alors, selon moi, la chance n'existe pas vraiment. Enfin, si, ça existe, mais on doit la créer et on doit la saisir. Et pour saisir sa chance, toujours selon moi, ouh là là. Vous parliez peut-être des réseaux, en fait. Vous nous aviez indiqué que ce qui comptait, c'était de partager, de se faire des contacts, et que c'était comme ça qu'en fait, on créait sa chance. Effectivement, parfois dans la vie, il y a des événements qui arrivent. On peut rencontrer certaines personnes ou participer à certains événements qui font que il y aura le petit déclic, et il faut saisir ce déclic en restant soi-même, en restant ouvert à certaines opportunités, en restant naturel. Et le fait de rester naturel, je pense que ça attire les gens et que ça attire la chance à nous. C'est une très bonne réponse, en effet. Bravo. Je vais rebondir, si vous voulez, sur les réseaux. Christelle, vous me disiez, effectivement, les réseaux, c'est important. Et vous parliez également de l'importance de l'état d'esprit. Est-ce que, par exemple, dans la création de D-Fly, comment ça s'est passé, ces deux composantes? En quoi est-ce qu'elles ont été utiles? Comment elles ont contribué? Oui, alors la chance, effectivement, il faut savoir la provoquer. Je pense que les cadeaux de la vie, bon, ça arrive rarement. Et puis quand ça arrive, généralement, c'est le fruit de notre comportement. Le réseau, en fait, c'est énorme. On le pèse jamais assez. Quand on est, enfin comme moi, quand on amorce comme ça un projet, généralement, toutes les solutions à nos besoins ou à nos questionnements, on les trouve auprès de notre réseau. Alors le réseau privé, personnel, hein, mais aussi le réseau professionnel. Et alors l'état d'esprit, il est capital, c'est-à-dire que là, il faut sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr, il faut sortir de sa coquille, il faut décrocher son téléphone. Et puis en fait, rien ne vaut la rencontre, hein, c'est l'écoute, le partage, tout ça, ça ne peut en tout cas qu'enrichir, hein, et provoquer des opportunités insoupçonnées. Je rebondis, Azilise, vous faisiez... les deux mêmes, enfin, il y avait toujours ces deux choses prégnantes qui étaient l'état d'esprit et le réseau. J'avais noté sur le réseau quand même une règle simple et stricte que vous appliquez, alors qui peut être utile à tout le monde. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'effectivement, saisir sa chance, c'est saisir le réseau. Ça, j'ai toujours été convaincue de ça. Surtout étant autodidacte, il a fallu que je me fasse par moi-même sur le terrain, entre guillemets. Et j'avais trouvé une solution. Je m'étais fixée comme règle qu'il fallait que j'aille faire des RP dans des événements comme celui d'aujourd'hui. Et au départ, je me sentais complètement submergée en me disant « mais en fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a beaucoup trop de monde, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. » Et puis un jour, je me suis dit « bah non. En fait, je vais me mettre une règle.
3 contacts utiles, juste 3. Mais si j'ai réussi à trouver les 3 bonnes personnes qui correspondent à mes sujets, à mes objectifs et au plaisir, sinon ne serait-ce que de l'échange, ça sera une soirée réussie. Et de ce moment-là, ça m'a complètement craqué l'espèce de mythe de se dire aller dans les événements, c'est perdre son temps. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon métier. D'accord, donc une règle de 3, pas 2, pas 4. Exactement. 3, bon. On fait des tests à la sortie pour vérifier que tout le monde a bien 3 cartes de visite sur soi en sortant. Et vous me disiez également un point, j'ai perdu mes notes, un point c'est sur le retournement de la tribune, vous me disiez une phrase qui m'a marqué, c'est comment j'ai fait, j'ai mis le pied dans la porte et je suis rentré. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer, là on est sur l'état d'esprit à nouveau, sur comment forcer sa chance? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, en plus, bon, une enfance cabossée, des parents qui s'en foutaient de moi. En fait, j'étais la petite dernière, ils ne m'élevaient pas vraiment. J'avais hâte de passer la majorité pour partir. Et puis, mon frère décède la veille de mon bac. Puis là, tout le monde s'en fout un peu de savoir que je vais passer mon bac le lendemain, hein, quand même. Et puis l'académie me dit, on vous met au rattrapage de septembre, parce que là, vous n'allez pas pouvoir passer votre bac. Alors, je dis, si. Et à ce moment-là, il y a eu un espèce de déclic. Et au lieu de prendre le malheur, entre guillemets, c'est là où j'ai vraiment saisi ma chance. Et je me suis dit, allez, je me suis mis en mode warrior. Je me suis dit, là, c'est un déclic, c'est un signe de la vie. Je trace, j'y vais. Bon, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai ma gouaille, mon ambition et puis un prénom. Parce qu'en s'appelant Azilise, c'est au moins ce qu'ont fait de bien mes parents pour moi. Je me suis dit, tu vas en faire une marque et puis tu vas saisir ta chance avec ça. Ça, plus le réseau. Et puis la volonté d'apprendre et de me développer professionnellement. Et donc je suis allée frapper aux portes des entreprises dans lesquelles j'avais envie d'aller travailler. Et si je peux me permettre, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est qu'au départ je me disais mais il faut que j'y aille ou pas. Et puis je me suis dit après tout je vais demander. C'est forcément souvent des hommes qui sont en face en disant voilà, je voudrais faire ça, je vous propose de monter ça, je voudrais créer un poste dans votre entreprise et tout ça. Et puis je me dis, s'il dit oui, il est co-responsable si ça ne marche pas. Parce que finalement, ça ne sera pas que de ma responsabilité. Ils font le choix de nous prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument oser et aller candidater ou créer son destin sur des terrains où on a envie d'aller. Parce qu'en fait, en face, c'est à deux qu'on prend la responsabilité. Alors justement, pour rebondir là-dessus, saisir sa chance, ça veut dire qu'effectivement, on a une chance sur 2 d'échouer, enfin de réussir ou d'échouer. Voilà. Donc l'échec fait partie aussi de la réussite, quelque part. Alors comment vous vivez, vous, l'échec? Marois, justement, comment vous abordez l'échec? Est-ce que vous en avez vécu? Et comment vous les avez pris et justement changé en opportunité? Je crois que vous avez l'expérience du sport, je crois. Oui, alors pour moi, l'échec, ce n'est pas vraiment un point négatif. Avec l'échec, on apprend. Avec l'échec, on s'améliore. Et avec l'échec, tout simplement, on devient meilleur. J'ai eu certains échecs, notamment avec le sport, comme vous l'avez dit, car j'ai fait de la boxe, j'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolée, en amateur, et j'ai fait quelques compétitions que j'ai perdues, il y en a que j'ai gagnées, et j'ai remarqué qu'avec les compétitions que je perdais, je m'améliorais et que ma motivation grandissait de plus en plus. J'ai eu des échecs aussi scolaires, un peu comme tout le monde, des mauvaises notes, qui nous dépriment, mais qui nous font prendre conscience qu'il faut persévérer et travailler plus. Donc, selon moi, l'échec, c'est une bonne chose. On ne peut pas vraiment vivre sans échec. On ne peut pas... faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. On ne peut pas devenir meilleur sans échec, tout simplement. Et le parfait n'existe pas. Donc, Azilise, je crois que vous avez un exemple à nous donner, justement, d'échec qui, effectivement... Oui. A pu être une belle opportunité à la fin. Absolument. Du coup, dans mon parcours, je me suis dit, bon, il faut que tu coches la case, je crée ma boîte. Donc je me suis dit, à un moment donné, je vais créer ma boîte. Je l'ai appelée Azilisez-vous. Et puis, il fallait bien trouver quand même une activité. Alors j'ai créé l'activité partenariat média hors média. Ça a marché. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste le défi que je me mettais à moi-même de créer ma boîte et que je n'étais pas faite pour bosser toute seule et que je n'avais pas le bon business pour développer et recruter. Du coup, j'ai fait marche arrière. J'ai fermé Azilisez-vous et je me suis dit, bon, check, tu l'as créé, mais tu t'es planté. Et j'aime bien, j'ai écouté un jour Thomas Coville, le navigateur, parce que je suis bretonne, désolée, les Normands. Et un jour, il rentre du Vendée, pas du Vendée Globe, je ne sais plus quelle course d'ailleurs. La route du Rhum. Il arrive sur le port de la Trinité-sur-Mer et là, il voit, c'était les vacances de Noël, il voit plein de gamins et tout.
Et il demande à prendre le micro et il dit, écoutez, voilà, je voudrais vous raconter quelque chose. Ça fait 5 fois que j'essaye de faire cette course. Et les 4 premières fois, j'ai échoué. Et à chaque fois, mon sponsor, Sodebo, m'a dit, c'est pas grave, relève-toi, on continuera. Et il s'est adressé aux gamins en disant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ne renoncez jamais avant la 5e fois. Et surtout, dites-vous que le brouillon, c'est l'échec, c'est le brouillon de la réussite. Et ça m'a vraiment marqué. Et bien effectivement, c'est exactement sans transition ce qui est arrivé à Christelle. Parce que là, ça a été effectivement une sacrée opportunité, cet échec. Oui, alors moi j'abonde complètement avec toutes les deux. C'est-à-dire que l'échec avec la vie, j'ai appris moi à l'intégrer et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus efficace que d'essayer de le contourner ou autre. Hein. Et en fait, il y a des couacs dans la vie, il y a des grains de sable qui se mettent dans les rouages. Mais justement, ça peut faire mal sur le moment, mais c'est justement l'opportunité de se remettre en question, de reconsidérer les choses, et puis aussi de changer de cap. Donc moi, j'ai eu des échecs dans la vie, mais c'est vrai que par rapport à mon entreprise là, actuelle, un jour, j'ai dû faire une expertise parce que mon métier, c'est en tant que gémologue, c'est d'identifier les pierres. Et un jour, j'ai eu 2 belles pierres que j'ai identifiées en fait comme des diamants. Et c'était pas des diamants, c'était des diamants de synthèse, mais je pouvais pas le savoir à l'époque. Et pour moi, ça a été un choc parce que j'ai retrouvé tous les détails, enfin tout ce qui m'indiquait que c'était ça. Et du coup, j'ai dû faire mes propres investigations, me remettre en question, me réapprendre aussi, parce que j'ai pris le temps vraiment de creuser la question. Et du coup, ça a été le déclic. J'ai été époustouflée devant ce diamant de synthèse, hein, qui n'est pas un simulant, mais c'est un autre sujet. Et je me suis dit, bah, c'est bon, hein, c'est l'avenir, quoi. Et je me suis lancée dedans. Voilà. Donc vous avez transformé l'échec en opportunité, là aussi. Ouais. Et de devenir entrepreneur, du coup. Et de devenir entrepreneur. Voilà, donc vous voyez, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'était un peu comment, c'est la première question, comment oser, comment provoquer sa chance, comment saisir sa chance. La deuxième question un peu macro qu'on s'est posée, c'était pourquoi vouloir saisir sa chance. Donc ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi, quelle est la joie, quels sont les regrets éventuels. Et peut-être pour commencer par la notion de réussite, parce qu'on synthétise souvent la volonté d'avancer en disant moi, c'est parce que j'ai envie de réussir dans la vie. Alors, je vais me tourner vers Marois. Vous avez eu une réponse très simple à ce sujet-là. Vous m'avez dit non, la réussite, pour moi, c'est pas. Non, je suis trop jeune finalement pour connaître la réussite. Est-ce que vous voulez peut-être abonder dans ce sens-là, nous expliquer un peu? Depuis du coup, le jour où je vous ai donné cette réponse, j'y ai réfléchi et en fait, j'ai changé ma réponse. Et ben voilà. Je pense que se poser des questions. Oui, voilà. Je pense que j'ai quelques petites réussites, enfin comme tout le monde, je l'espère. À 18 ans, j'ai réussi à devenir mandataire intermédiaire en assurance et je me suis posée avec moi-même et je me suis dit mais c'est exceptionnel. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait et en fait j'ai juste saisi l'opportunité que j'avais devant moi et je trouve que c'est une grosse réussite parce que quand j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont dit que c'était incroyable et oui. Et alors du coup, en quoi ça vous pousse à avancer, à faire autre chose? En quoi est-ce que ça vous... Est-ce que c'est un moteur, la réussite, finalement, ou c'est un... Je pense que c'est un moteur parce que c'est stimulant. Quand on arrive à réussir à finir un projet ou on arrive tout simplement à concrétiser quelque chose qu'on voulait concrétiser de base, ça nous rend heureux et ça nous stimule à continuer dans notre avancée. Donc oui. Alors, je crois que pour Christelle, il n'y a pas une réussite, mais c'est des petites réussites qui fait qu'on atteint un objectif. Donc, si vous voulez un petit peu détailler par rapport à ça. Oui, non. D'abord, j'ai une toute jeune entreprise, donc je ne peux pas de toute manière parler de réussite à ce stade. Ça, c'est pas envisageable. Et puis, en fait, c'est peut-être de vouloir accéder en fait à un but qui me fait en fait courir, qui me motive tous les jours, qui me fait me réveiller et m'organiser pour aller vers ce but. Mais ce but, souvent, il n'est pas... Finalement, on a des buts de temps en temps, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, mais c'est important d'en avoir un.
Et puis après ça, moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est d'avoir des étapes raisonnables. Et en fait, le simple fait de passer ces étapes, du coup, je m'endormais le soir en me disant, bon, la première case est cochée, alors qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est un moyen d'avancer quand même de manière plus sereine. Et puis, c'est un état d'esprit, je pense, qui est positif. Et on a besoin d'avoir des satisfactions, voilà, quand on avance sur des chemins qui sont parfois jugés d'embûches. Hein. Je crois qu'Azilise et certaines... voilà. Alors moi, c'est un peu à contre-courant parce que j'ai fait le choix. Alors j'avais très envie de réussir professionnellement, vous avez compris, pour un peu dire à mes parents qu'ils s'étaient plantés à me dire que je ne ferais pas d'études. Mais bon, une fois qu'on a fait ça, en même temps, ça leur a fait très plaisir. Mais j'ai fait le choix, paradoxalement, de tout miser sur la réussite familiale. Mes parents avaient raté leur vie de famille. Et je me suis dit, finalement, on ne change pas de famille, on peut changer de job. On peut changer de mari, vous me direz, mais la famille, c'est quand même quelque chose que vous avez toute votre vie. Et c'est ce sur quoi j'ai puisé mon énergie, mon inspiration. Et à partir de là, et j'ai une chance incroyable d'avoir un mari incroyable. Hein, ça fait 23 ans qu'on est mariés et qui me soutient, mes filles. Mais pour moi, la réussite familiale a été la première jambe, le premier socle pour moi, pour après avoir cette réussite professionnelle. Parce que quand vous avez confiance aussi dans votre quotidien en famille et que vous êtes soutenu, forcément derrière, vous vous déployez en king size XXL après professionnellement. Et du coup, si je reviens au domaine professionnel et j'élargis en fait le concept de réussite à toutes les joies et aux regrets, est-ce que vous nous donniez un exemple en fait de joie récente, si vous pouviez le partager, de joie professionnelle, j'entends. Oui, alors c'est vrai que travaillant dans l'événementiel, vous imaginez que le Covid nous a fait perdre 90% de notre chiffre d'affaires en 48 heures. Le groupe, du coup, des écoles parisiennes a commencé à être très inquiet. On a quand même 40 salariés en CDI. Donc on m'a dit, voilà, il va peut-être falloir essayer de prendre des mesures. Et je me suis battue pour réussir à sauver l'emploi, en trouvant des nouveaux modèles de business ailleurs, puisqu'on était frappé d'interdiction d'exploitation. Et donc, dans la maison, je suis allée demander de prendre le studio TV, de pouvoir faire des émissions. Puis après, je suis allée voir dans d'autres filiales du groupe en disant, mais on va occuper l'équipe, on va essayer de générer du chiffre d'affaires et du business, mais il ne faut absolument pas licencier. C'est d'autant plus difficile après de retrouver du monde. Et puis surtout, ce sont des gens qui étaient frappés par cette crise et qui étaient très, très volontaires pour pivoter. Et j'avoue que ça, c'est pour moi quelque chose dont je suis très très fière. Et autant vous dire que ni Delta ni Omicron ne nous auront. Marois, peut-être sur le même sujet, quand on discutait des choses qui m'ont impressionné, c'était par exemple, je suis parti en Espagne parce que je ne parlais pas très bien espagnol. Après, je pars en Angleterre et surtout, je pars en Angleterre dans un endroit où il n'y a personne parce que sinon, j'aurais eu des regrets. Est-ce que sur cette notion-là, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que la peur d'avoir des regrets, finalement, vous le transformez en énergie positive? Moi, j'ai vraiment peur d'avoir des regrets, comme vous l'avez dit, parce que la vie est courte. Enfin, on ne sait pas de quoi demain Oui, est fait, je perds mes mots. Du coup, je pars du principe que si on veut vraiment accomplir quelque chose, il ne faut pas se baser sur le regard des autres. Il ne faut pas se dire, oui, un tel va penser ça, un tel va penser ça. Enfin, il faut juste penser et penser à soi avant de penser aux autres. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, je suis partie en Angleterre toute seule, sans personne, alors que tout le monde est parti avec ses amis, parce que je voulais tout simplement saisir cette opportunité. On reste sur le contexte de saisir son opportunité et ne pas regretter en fait de ne pas avoir saisi cette opportunité. Donc je me suis dit go, et au final, j'adore ma vie là-bas, c'est super, je vis une super expérience et il ne faut juste pas penser au regard des autres et foncer. Et vous avez toujours été comme ça? Ou c'est un jour à 15 ans, vous vous êtes dit tiens, je vais faire ça? Ou depuis que votre mémoire vous permet de remonter dans le temps, vous êtes toujours avec ce caractère-là? Je pense que j'ai toujours été... Oui, je pense que j'ai toujours été comme ça parce que mon père est comme ça. Ma mère, au contraire, est assez réservée. Mais je pense que j'ai pris ce caractère de mon père. C'est une personne, je me permets, qui est je m'en foutiste, qui fait vraiment, il fait ce qu'il veut. Du coup, j'ai pris ce
ce caractère et je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que autour de moi, il n'y a pas énormément de personnes comme ça et il y a beaucoup de personnes qui ratent énormément de belles expériences et de belles choses à cause de ce fameux regard des autres qui est assez important Très bien. pour eux. Christelle, je me retourne vers vous. Vous me disiez finalement, en fait, la joie, c'est de se remettre en question en permanence. C'était ce que vous me citiez en me disant reprendre mes études, décrocher de nouveaux diplômes, repartir. Oui, en fait, c'est d'avancer. Oui, c'est d'avancer. Enfin, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il y a une chose que j'ai découvert, c'est en fait de me remettre à apprendre, parce que quand on se lance, on peut pas tout connaître. On peut pas cocher le juridique, le comptable, les réseaux sociaux, le marketing, etc. Donc, en fait, les choses, c'était une de mes appréhensions. C'était clairement un de mes freins. Et finalement, chemin faisant, on intègre les points les uns après les autres. Et du coup, j'ai appris énormément. Et ça, c'est des grandes joies. Ça, pour moi, en tout cas, c'est satisfaisant. J'ai beaucoup de plaisir à ça. Alors justement, après le comment, le pourquoi, on va parler de la méthodo, hein, si on suit, voilà, la triptyque, on va dire. Quelles sont pour vous les valeurs, les outils, les valeurs, les piliers qui vous permettent justement d'avancer et de saisir ces opportunités? Sur quoi vous vous reposez justement par rapport à ça? Est-ce que Azilise? Alors moi je pense que c'est l'audace, parce que comme je vous disais, je pense que saisir sa chance, c'est oser aller frapper, sonner. Alors j'ai 2-3 petits exemples très rapides, mais oui. Par exemple, je rêvais de monter un magazine économique, j'habitais 20 ans à Toulouse, je rêvais de monter un magazine économique et j'avais pas un rond, et donc je suis allée sonner chez le Jean-Christophe Tortora, qui est aujourd'hui président de la Tribune, qui lui était un homme de médias, puisqu'il avait monté pas mal de magazines. Et on était concurrents à l'époque parce que moi je m'occupais de l'Express, de l'expansion, un peu surpris, il me voit arriver. Et je lui dis voilà, moi je rêve de monter un projet. Et lui me dit moi aussi, mais j'ai pas le temps. Je dis on se monte une boîte et on s'associe. Et on s'est associés. Et ça a quand même été une magnifique aventure professionnelle. Et on ne s'est pas arrêté là, puisqu'après on s'est porté candidat au rachat de la Tribune, qu'on a gagné. Donc là, il y avait quand même une centaine de salariés qui attendaient à Paris et on habitait Toulouse, donc Jean-Christophe part. Et le soir, je rentre à la maison et je dis à mon mari, bon, alors là, on a gagné en fait. Et je lui dis, j'ai tenté ma chance. Est-ce que tu m'autorises? Est-ce que je rêve d'aller à Paris, retourner la boîte? Voilà. Je pense qu'il faudra au moins 1 an d'aller-retour du lundi au vendredi. On fait un conseil de famille, je prends les enfants, j'explique à mes filles, voilà, on n'a rien sans rien, j'ai pas fait d'études, ça va être le MBA dont j'ai rêvé de faire. Et Jean-Christophe m'a laissé cette chance parce que il n'a pas osé me demander de venir. Donc le lendemain matin, je suis arrivée, je lui dis bon, je te suis, hein, j'arrive. Comment ça t'arrive? Mais t'as un mari, des enfants, une maison. Je dis mais ça c'est pas grave, c'est pas ton problème. Et en fait, c'est pourtant quelqu'un qui est très très engagé sur l'égalité homme-femme, mais il n'osait pas, au fond de lui, me le proposer par peur que je sois obligée de le refuser, en fait. Et cet exemple-là, il m'a marqué, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui promeut la carrière des femmes, et Sophie Ibora qui est là pourra en témoigner. Et voilà un exemple où si je lui avais pas dit j'arrive, je prends ma valise et j'arrive, ça serait jamais passé. Donc ce sont des petits exemples comme ça qui montrent que oui, il faut oser lever le doigt. Et puis encore une fois, il avait le droit de dire non après tout. Mais moi, j'aurais eu aucun regret d'avoir osé demander. Très bien. Bravo. On peut applaudir, en effet. Christelle, on a évoqué effectivement la détermination, la volonté, la confiance en soi. Voilà, donc ces fameux piliers. Donc, comment on les atteint? Enfin, comment on peut justement s'appuyer sur ces piliers-là pour justement saisir sa chance, ses opportunités? Oui, je pense qu'il y a le premier point, ça c'est un petit peu universel, c'est quand même le travail, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut s'y mettre quand même. Et puis après ça, effectivement, il faut. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi lever ses freins. Chacun a ses freins, je pense que voilà. Mais on a toujours des excuses pour pas y aller. Là, il faut arrêter parce que nous, les femmes, surtout. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'expériences comme ça. Dans mon entourage, pour un poste, il y a une femme qui veut absolument... Enfin, j'avais une copine là, qui voulait
absolument coché toutes les cases et qui s'est permis de refuser le boulot parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir remplir la mission demandée. Et puis le garçon qui est allé, lui, franchement, il remplissait les 3 cases et il a eu le boulot. Il y a un moment où, bon, voilà. Donc il faut lever ses freins parce que ces peurs, c'est souvent nous qui nous les mettons et il faut absolument les lever. Et une fois qu'on a levé ça, le travail, la persévérance toujours, et puis se faire confiance à soi. C'est-à-dire qu'il faut demander évidemment de la vie à l'extérieur, mais aux gens en qui on a vraiment confiance. Après ça, le reste, il faut arrêter, il faut tracer sa route, il faut y aller. Il faut le faire, quoi. Sur D-Fly, par exemple, ça a été le cas. Vous avez oui, observé ces freins et comment vous avez... Bah oui, alors déjà, moi j'allais utiliser un produit qui est très très nouveau, hein, ce diamant de synthèse, donc en fait il y a déjà beaucoup de contradicteurs, donc j'ai eu une pression, mais t'es sûr, voilà, donc déjà il y a un moment où il faut d'abord travailler, réunir les informations, être sûr de soi, c'est-à-dire se faire confiance par le fruit de son travail, puis après ça il y a un moment où il faut baisser le rideau et puis il faut y aller, quoi. Il faut pas toujours tout écouter, voilà. Justement, lors de la préparation, parler avec Marois de challenger en permanence. Je pense que là, le lycée espagnol, le MN, l'agent d'assurance, voilà, il y a un sacré challenge quand même à chaque fois. Oui, se challenger, c'est votre moteur? Je pense que c'est mon moteur parce que je suis un petit peu hyperactive. J'aime pas quand mon temps est vide, je n'aime pas rien faire. Quand je ne fais rien, je me sens frustrée. Du coup, j'ai besoin de remplir mon temps. Donc oui, vous avez totalement raison, le challenge, c'est un petit peu ce qui me nourrit et ce qui me fait un petit peu vivre, quoi, parce que j'aime pas m'ennuyer, tout simplement. C'est une bonne raison, en effet. On arrive peut-être sur la fin en fait de la discussion entre nous et on va ouvrir ensuite la discussion à la salle. Mais peut-être juste pour terminer, quel conseil en fait donner à l'auditoire et peut-être une phrase clé chacune. Alors je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Marois, Azilise, Christelle. Moi j'ai envie de dire soyez heureuses et heureux parce que c'est bon pour la santé. Et je suis absolument convaincue qu'on est bon quand on est bien. Voilà. Il faut déjà démarrer par ça. Et que le bonheur, c'est pas forcément des grands, c'est des petits plaisirs, des rencontres. Et quand on se lève, de savoir comprendre, de se dire, bah oui, ça va être une journée chouette. Voilà, pour moi, c'est un peu ça le bonheur. Et sinon, on devient vite un peu renfrogné, aigri, surtout dans cette période où on a beaucoup d'incertitudes et tout. Eh ben, essayons d'être heureux avec ce qu'on a et en général, ça éclaire beaucoup la journée. Très bien. Et vous me donniez 2 baselines aussi, 2 phrases comme ça qui étaient assez percutantes. Alors, sur mon frigo, mes filles, sur mon frigo, depuis qu'elles sont nées, mes 3 filles, il y a une phrase en énorme. Donc, à chaque fois qu'on a déménagé, je l'ai réécrite, j'ai remis les magnettes et tout ça. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. C'est une phrase d'Oscar Wilde. Parce que je trouve qu'on est une génération où tout le monde a... Maintenant, ça va un peu mieux, les jeunes, mais tout le monde a envie de ressembler à tout le monde, justement, dans ce côté carrière, ce côté études, ce côté linéaire. Je pense que la différence peut être un vrai levier de performance et qu'il faut assumer être complètement ce qu'on est. Voilà, donc ça c'est vraiment ma baseline préférée et elle est encore sur mon frigo. Elles sont parties de la maison, mes filles, mais je l'ai laissée et je la lis quand même tous les matins. Bravo. Bravo. Marois, vous voulez... Moi, si je devrais vous dire quelque chose, ce serait ayez confiance en vous et croyez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous, malheureusement. Et la confiance en soi, selon moi, c'est vraiment la clé du bonheur parce que quand on a confiance en nous, on a tout gagné parce qu'on se sent bien, on vit bien et on réfléchit à rien du tout, on pense qu'à nous, quoi. Ça semble Soyons égoïstes de bonne temps en recette, temps. un beau programme. Christelle. Voilà, moi c'est très court, mais c'est fais-toi confiance et vas-y, fais-le. Just do it. Donc ça, vous pouvez les noter, hein, même sur votre frigo quand vous allez rentrer chez vous, hein, n'oubliez pas. Et c'est vrai qu'on va pouvoir commencer à vous poser quelques questions. N'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien. Donc allez-y, lancez-vous. La première question est toujours compliquée. La première est toujours la plus dure, mais après, profitez d'avoir ces 3 intervenantes au parcours très différent. Alors, et n'oubliez pas de faire 3 contacts utiles surtout. Hein. Voilà. 3 contacts.
Alors, dès que vous récupérez un micro, allez-y, peut-être. Voilà. J'enlève ça. Oui, bonjour. Je suis Isabelle. Je voulais d'abord vous dire bravo, en fait, toutes les trois, parce que vous incarnez complètement ce que vous dites et abondez dans votre sens. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. On vous entend. J'abonde complètement dans ce que vous avez dit, notamment quand vous avez dit que finalement, vos réussites, c'est une question d'état d'esprit. Ça ne vient pas tout seul. Et je voudrais aussi nuancer à un moment, quand vous avez dit c'est une question de caractère, en fait, c'est surtout une question de comportement. Et la petite différence entre les deux, c'est que le caractère, c'est inné, et le comportement, ça s'apprend et ça se cultive. Et donc ça, c'est un message non seulement d'espoir, mais vraiment si on veut cultiver la confiance, on cultive ses comportements. Et pourquoi je vous le dis, c'est que je viens d'écrire un livre là-dessus, c'est mon métier en fait, et j'accompagne des dirigeants, des femmes dirigeantes, et le bouquin, c'est pour réussir, muscler votre état d'esprit. Je ne vous connaissais pas, sinon je vous aurais interviewé parce que vous aviez vraiment toute votre place dans ce livre, parce que j'ai interviewé 23 entrepreneurs et je pense que vous aviez toute votre place. Merci beaucoup pour votre témoignage, parce que je pense que c'était très encourageant et ça donne beaucoup de confiance à votre auditoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? On passe sinon à une autre question, si vous avez un point. Une autre question, alors allons-y. Une autre question, n'hésitez pas. Alors moi, je me permets tout simplement de vous poser une question à toutes les trois. Je vous dis merci aussi avant, bien sûr. Quelle a été pour vous la chose la plus dure avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était le regard des autres vis-à-vis d'un possible échec qui vous a empêché de vous lancer plus tôt ou de faire certains choix? Ou est-ce que vous aviez d'autres freins comme un manque de confiance en vous, un manque de ressources, ce genre de choses? Moi, je peux apporter peut-être une réponse. J'ai été longtemps persuadée que de ne pas faire d'études, c'était déjà un échec. Et que à chaque fois qu'on me disait « T'as fait quelle école de commerce ?» Donc moi, je répondais « J'ai fait l'école de la vie ». Alors là, ça les mouche un peu. Hein. Ils n'osent pas. Mais pour moi, ça a été très... J'ai mis longtemps à me persuader que finalement... Voilà, maintenant, j'ai 25 ans de travail derrière moi, mais le syndrome d'imposture, chez moi, était là-dessus très, très fortement, pensant qu'il fallait vraiment des études pour y arriver. Mesdames, une autre réaction? Oui, les moments difficiles, par exemple. Donc moi, j'ai une approche très technique sur le produit. Alors, inutile de vous dire qu'un business plan, des analyses financières, tout ça, c'est quand même un monde complètement neuf, nouveau pour moi. Et au début, j'ai travaillé très seule, parce que j'ai monté le projet seule avant de m'associer. Et je suis allée voir pour la première fois des fonds d'investissement toute seule. Alors là, ça a été un grand moment de solitude. Je suis arrivée avec mes jolies images et mes tableaux, qui ne sont pas si éloignés finalement, hein, parce qu'après ça, c'est du bon sens, donc on retrouve quand même l'essentiel sur ce qui, après ça, est le parfait document. Mais bon, hein, j'ai bien compris, ça a été assez fulgurant, hein, mes premiers entretiens. J'ai bien compris, franchement, deux phrases... Enfin, dès le début de la conversation, que c'était mort, quoi. Donc, c'est quand même des moments où il y a un peu tout qui s'écroule. Voilà. Mais bon, ça m'a pas arrêté. Le lendemain, ça m'a réveillé ma rage. Et voilà. Et j'ai continué mon chemin. Voilà. Après ça, la clé, je pense, ça a été l'association. Parce qu'on ne peut pas tout couvrir, on ne peut pas tout connaître. Et c'est une richesse que de s'associer, voilà. Et de répartir les activités. Et un soulagement. Et bon, c'est comme ça qu'on se déploie, hein, de toute manière. Hein, c'est pas autrement, je pense. Alors, pour ma part, au niveau des difficultés dans l'entrepreneuriat, enfin, je ne suis pas entrepreneuse, mais je souhaite le devenir. Avec mon école, l'année dernière, je suis à l'EM Normandie, ils ont organisé un petit concours entrepreneurial qui s'appelle le projet Start. Comment ? Pourquoi petit ? Un grand concours, un très gros projet qui s'appelle l'EM Start-Upper. Du coup, toutes les classes et tous les groupes devaient présenter un projet entrepreneurial. Donc, on a présenté un projet avec mon groupe qui s'appelle Arganissa.
C'est un projet qui centralise la femme et l'huile d'argan. C'est une coopérative d'huile d'argan éco-responsable. Et on a gagné. Donc on devait aller en finale et je me suis fait abandonner par toute mon équipe. J'ai fait croire que je gérais, que j'allais partir en finale sereinement. Mais au fond de moi, ça m'a énormément fait stresser parce qu'on devait faire un montage vidéo et je ne sais pas faire de montage vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais apprendre. Donc en 3 jours, j'ai appris à faire du montage. Donc, selon moi, les plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est quand on se sent dépassé et quand on n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour finaliser son projet. Mais tout est possible si on a une bonne équipe et si on apprend davantage d'autres notions. Une bonne dose d'adrénaline. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois un bras qui se lève là-bas. Ah, il y en a plusieurs. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Simon. Donc, je tiens à vous féliciter d'abord pour vos 3 parcours, très inspirants. Et j'avais une question pour toi, Marois. Je me permets de te tutoyer. De ce que j'ai compris, tu as 19 ans, tu as pas mal réussi dans tes projets et tu as eu un parcours assez incroyable pour ton âge. Et vois-tu, j'ai 21 ans, je suis en projet d'entrepreneuriat et je voulais savoir si toi, de ton âge, tu as rencontré des difficultés dans ton projet avec tes collaborateurs du fait que tu avais un jeune âge et donc pas d'expérience sur ton CV. Voilà, c'est ça ma question, merci. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de votre question. Comment surmonter les difficultés liées à finalement un CV limité? Parce que quand on est jeune, on n'a pas des romans à la Proust à raconter. L'expérience et tout ça. Je ne sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais parfois il faut un petit peu mentir sur le CV. Sinon, malheureusement, on ne peut pas avoir de première expérience. Du coup, oui, j'ai déjà un petit peu menti sur mon CV, mais ce n'est pas des gros mensonges. C'est malheureux, mais bon. L'embellissement. Et sinon, il faut oser. Par exemple, pour la boîte d'assurance où je suis arrivée, 18 ans, je ne connaissais rien à l'assurance. J'ai fait croire que je m'y connaissais. Et comme, je ne sais pas par quel miracle, on m'a cru, on m'a dit OK. Et au final, je me suis fait former là-bas. Et ça s'est super bien passé. Il faut juste un tout petit peu mentir et montrer qu'on est déterminé et qu'on veut apprendre et qu'on veut se faire former directement. J'espère que ça vous a aidé. Donc au niveau du wording, on retiendra qu'il faut enjoliver la vérité. Voilà, c'est ça. Voilà. Embellir. C'est pas du mensonge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour vos partages. Alors moi, j'avais une petite question pour Azilis, parce que vous avez parlé de l'importance du pilier familial. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à gérer une carrière aussi brillante et une famille. Alors, c'est une très bonne question. Je racontais justement au dîner hier soir que moi, j'ai fait un pari. Je me suis dit, personne ne me piquera le petit-déj. Donc, partant du principe que le repas familial, c'est le petit-déj. Parce que le soir, je ne sais pas, il peut y avoir une réunion, il peut y avoir un événement. Et le petit-déj, donc tous les matins, on se levait. On prenait au moins une demi-heure, tous les 5. Et on lisait la presse, et on débattait, et on a pris, je les ai élevés comme ça, mes filles, à prendre le temps, d'ailleurs c'est les seules dans leur entourage qui font ça, et moi je partais avec une patate incroyable, parce qu'on avait passé du temps ensemble, on était heureux, et quand bien même le soir, si j'étais pas là, on s'était déjà vus en fait. Alors après ça m'est arrivé de passer entre 5 et 7 en dérapage, devant l'école, les prendre, les déposer à la maison, leur faire des bisous, repartir. Alors je passais un peu pour la maman névrosée, donc ça aussi c'était un truc un peu compliqué quand même. Parce que et à force je me disais mais il faut peut-être mieux que j'y aille pas, puis après je me suis dit bah non en fait je m'en fous, tant pis. Mais elles étaient toutes là une demi-heure à l'avance, moi je me mettais en warning, enfin bon bref. Mais j'ai toujours mis du temps pro dans le temps perso, j'ai toujours... et j'aime bien raconter que quand je leur ai dit que je voulais partir 1 an, c'est pas que je les aimais pas, c'est que j'en mourais d'envie et que j'avais la chance d'avoir un mari qui me laissait cette chance et un patron qui m'a fait confiance. Comme quoi, il y a des hommes qui sont quand même aussi là pour nous aider et je tiens vraiment à saluer parce que le sujet avance quand même. Finalement, c'est en mettant tout ce bon sens au quotidien. Et alors, j'ai raconté une anecdote que je voudrais vous partager pour celles à qui ça peut arriver. J'ai regretté de ne pas avoir cette anecdote avant pour moi, mais j'ai une cliente qui me dit qu'elle a choisi l'école des enfants à côté du bureau. Parce qu'en fait, elle dit que
Elle part en voiture avec les gamins, toujours à l'heure. Elle a tout le temps en voiture avec eux pour raconter les histoires, les machins. Elle les dépose à l'heure, donc elle est toujours à l'heure au bureau. Et s'il y en a un qui a un coup de va-va entre midi et 2, elle l'emmène à déjeuner au resto, il est tout content, il ne va pas à la cantine. Elle a le prof qui la convoque, elle est là en 15 minutes. Elle fait les réunions parents-prof, elle est toujours là. Elle ne fait pas le soir, eux rentrent. Mais j'ai trouvé ça frappé de bon sens. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une petite astuce qui pourra aider les unes et les autres, mais ça, j'aurais bien aimé le connaître avant. Donc les 3 rendez-vous, le frigo et l'école à côté du boulot. Et juste finir, donc effectivement, elles m'ont peut-être moins vue que d'autres mamans, certainement, mais en même temps, je leur ai envoyé l'image d'une femme qui avait envie de continuer à travailler, non pas par carriérisme, mais par passion. Et un jour, quand j'étais à Paris, je faisais tous mes allers-retours du lundi au vendredi, ça a été quand même pénible, parce qu'en plus, ça a duré 18 mois. Puis après, mon mari a dit, ah bah tiens, du coup, on déménage, parce que sinon, on va jamais te revoir. Donc on a vendu la maison à Toulouse, tout le monde est venu à Paris. Enfin, c'était un vrai gros changement. Et les filles, ma belle-sœur un soir leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard les filles? Elles ont dit, nous, mais comme maman. Et là, je me suis dit, cool, j'envoie pas l'image de la mère, justement, trop tendue, trop comme quoi on peut concilier vie perso et vie pro. Et c'est pas une question de compteur, c'est pas le temps passé, c'est la qualité du temps passé. Tout à fait. Merci beaucoup. On a le temps encore pour 1 ou 2 questions, ça va dépendre de la... Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Alors, je dis oui parce que j'avais l'impression que quelqu'un prenait le micro. Oui, là, voilà. Oui, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors là, c'est un petit peu personnel. Dans mon entreprise, je me demande toujours comment fidéliser les jeunes recrutements. Et Maura, ma question se tourne vers vous. Pour vous capitaliser et garder des recrutements comme les vôtres, si un jour j'ai envie que vous nous rejoigniez, par exemple, qu'est-ce qui vous motive, vous? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et vous dire « Ah, cette société-là, j'ai envie d'y rester » parce que notre peur, nous, à l'heure actuelle, les entrepreneurs, c'est de vous garder. On a l'impression, et vous le dites vous-même, la peur de s'ennuyer. J'ai envie de faire plein de choses et je vous comprends totalement. Mais comment on peut vous donner cette envie de rester avec nous et le plus longtemps possible? C'est une excellente question. Alors, je pense qu'il y a un sujet de confiance, déjà. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais je pense qu'il y a ça. Pour parler un peu argent, parce qu'on ne va pas se mentir, il faut aussi parler argent quand même, le côté capitalistique. Je pense que c'est extrêmement important d'ouvrir son capital aussi au haut potentiel dans les entreprises. Bon, mais par contre, je ne suis pas actionnaire des Échos, hein, je vous rassure. Mais je vois bien mes filles, on en discute, je pense que ça, c'est un engagement. Et surtout le sens qu'on donne. Et je pense que les jeunes et les moins jeunes, on a tous envie aujourd'hui de travailler, non pas pour être un petit cochon d'Inde dans la cage qui sort des résultats, mais qui fait aussi avancer des causes. Et voilà, pour moi, c'est non pas le salaire, mais le capital dans l'entreprise, la confiance et le sens. Marois ? Je suis totalement d'accord avec Azilise. Selon moi, les valeurs que défend l'entreprise, du coup, c'est super important. Si l'entreprise est engagée ou non, si l'entreprise a un management qui est plutôt friendly, entre guillemets, mais l'engagement d'une entreprise, pour moi, c'est super important, et bien évidemment le salaire, mais si une entreprise est en désaccord avec mes valeurs, je ne pense pas que je me sentirais bien dedans. Christelle ? Oui. Alors ça, c'est sûr que de toute manière, pour qu'il y ait un lien avec, je pense, les employés, il faut qu'il y ait des valeurs communes, et les valeurs communes, elles se font autour de l'entreprise. Du coup, par exemple, dans ma société, voilà, il y a des valeurs qui sont primordiales, et on l'a appelé DeFly, joaillier du XXIe siècle, parce que justement, on intègre ces mouvances actuelles qui transforment nos sociétés. Donc, il y a l'humain, bien sûr, il y a l'écologie, il y a les nouvelles technologies. Donc, en fait, on travaille à tout ça. Et puis après ça, une fois que ces valeurs sont communes, moi, je crois beaucoup en la formation. Hein. Je pense qu'il faut pousser les gens à gravir les échelons et puis à évoluer. Il n'y a rien de pire que d'être statique. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et du coup, il y a des choses qui m'ont manqué quand j'étais salariée, et je serais ravie de pouvoir les offrir dans ce sens-là. Donc vous l'aurez compris, dans votre entreprise, mesdames, il va falloir travailler votre marque employeur. Très important, la marque employeur.
On me fait signe dans l'oreillette, je sais pas, c'est pas exactement comme ça qu'on le dit, mais en gros j'entends qu'on va devoir passer vraiment à la conclusion. Est-ce qu'il y a une question très très rapide pour me faire des ennemis dans la salle à côté? Oui, j'en vois encore une, vraiment très rapide. Bonjour tout le monde, merci pour vos témoignages. Alors moi, c'est pas une question, j'avais juste une phrase à dire. Vous disiez tout à l'heure que la perfection n'existe pas, et je pense qu'elle existe, sauf qu'elle a des limites, et elle a des limites parce que c'est l'homme qui la crée. Donc quand on en a conscience de l'univers autour de nous qui n'a pas de limite, du temps qui n'a pas de limite, parce que ce qui est a déjà été, et ce qui sera est aujourd'hui. Et à partir de ça, des portes s'ouvrent, des verrous tombent, des montagnes s'aplanissent, des lumières s'éclairent dans notre vie, des rideaux sont déchirés. Et si nos parents ne nous ont pas élevés, si des maris nous ont abandonnés, si on a été maltraités, on peut leur dire merci parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est toutes là réunies aujourd'hui. C'est très vrai, bravo. Merci pour ces derniers mots. On a le temps peut-être encore d'une question. Ah bon? Allez-y, il y a du temps magique qui se crée, donc on en profite. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière question cette fois-ci? Oui, là-bas. Moi, j'ai une question pour Christelle. Tout à l'heure, vous parliez que vous aviez des réfractaires et des détracteurs par rapport aux diamants de synthèse que vous mettez en place. Moi aussi, j'étais confrontée à des réfractaires. On m'a mis des portes que j'ai enfoncées bien volontiers. Aujourd'hui, quels seraient vos conseils justement pour des personnes qui sont entrepreneurs, à qui on leur dit que vous ne pouvez pas faire ou vous n'avez pas le droit de faire, et qu'au final, on a tout le droit de faire quelque chose, même si on nous empêche parfois de vouloir le faire. Pour vous, c'est quoi le conseil le plus important à nous donner justement par rapport à ça? Alors du coup, moi j'ai eu affaire en fait à des journalistes un peu spécialisés dans la joaillerie, parce que c'est en fait ce diamant de synthèse, comme c'est une prouesse scientifique qui est très très récente, et du coup, bon, alors c'est considéré comme un diamant, c'est la science qui a tranché, mais évidemment ça vient bousculer une organisation, une industrie quand même assez traditionnelle, et puis il y a des enjeux qui sont énormes financiers, donc. Du coup, en fait, moi, j'ai pris le pli de faire des petits déjeuners, en fait, entre guillemets, un peu éducatifs, où j'explique justement ce diamant. Parce qu'il y a eu un moment où je me retrouvais dans des situations un peu d'opposition. Et ça, c'est compliqué. Et souvent, c'est très stérile. Alors qu'en prenant la parole, en se donnant les moyens, en fait, d'expliquer ce qu'on fait, sans jamais être dans l'opposition, finalement, j'arrivais pas toujours à convaincre les gens, mais on repartait en tout cas en bon terme et à calmer en fait un peu des contradicteurs qui pouvaient être un peu vifs, par exemple. Voilà, c'est un des moyens que j'ai utilisé. J'ai reçu aussi des journalistes qui avaient qui émettaient des doutes, et du coup non, justement je les ai invités et je me suis beaucoup préparée. C'était un gros travail pour moi, je me suis beaucoup préparée à ça, à bien argumenter, à présenter, à expliquer, et sans jamais être dans l'opposition et sans jamais juger, parce qu'en fait c'est diamant géologique vs diamant de synthèse là. Alors chacun fait ses choix et en pense ce qu'il en pense, moi je suis pas du tout une militante, mais je suis engagée pour l'avenir, pour l'évolution de cette industrie, et j'ai fait ce choix là. Alors que je suis la première à m'émerveiller devant le diamant géologique. J'en ai fait toute ma vie, parce que j'ai une spécialité, je suis diamond grader, c'est-à-dire toute ma vie j'ai évalué du diamant. Voilà. Mais bon, pour moi ça a été une révélation et j'ai choisi un chemin. Et plutôt que d'être dans l'opposition, j'invite à discuter et ça calme tout de suite les débats. Merci beaucoup, je profite que Christelle parle parce qu'elle est tellement humble qu'elle ne va jamais oser vous le dire, mais je vous invite à toutes aller voir les boucles d'oreilles qu'elle porte, qui est une de ses créations, et vraiment c'est absolument canon, donc surtout allez voir ses boucles d'oreilles.
Écoutez, un grand merci. On touche à la fin en fait de cette session de regard croisé, donc j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous repartez avec quelques messages. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir en fait, je pense avec Karine, on a pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec vous et à préparer cette session d'entretien et de questions-réponses ensuite. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot très rapide, peut-être chacune d'entre vous? Et avant de terminer, peut-être, et avant que tout le monde quitte la salle, j'appellerai également Cécile Tovel qui viendra nous expliquer la suite des événements. Donc voilà, elle est là, donc ne partez pas avant que Cécile ait pu ensuite nous expliquer la suite. Azilise, Marois, Christelle. Moi, je voudrais juste dire merci parce qu'on sent l'interaction avec la salle et le power girl et power man. Vive le physique et vive la rencontre. Et bravo à Femmes et Challenge. Merci. Moi, j'aimerais juste vous remercier parce que cette journée, elle a été super inspirante et super enrichissante. Je vais rentrer chez moi avec énormément de souvenirs et énormément de motivation en plus. Donc, merci à vous pour votre présence. Et alors moi j'ai été très impressionnée par toutes les aventures de chacune d'entre vous. Alors franchement j'ai été très inspirée, j'ai été passionnée par ces histoires de boxe, mousse au chocolat. Enfin vraiment j'en passe hein, parce que toutes elles m'ont passionnée et voilà, c'est sûr je reviendrai. Ah bah avec plaisir. Nous vous remercions d'avoir suivi ce regard croisé. Et on va laisser la parole à Cécile parce que ce n'est pas terminé. Ne partez pas encore. C'est le son ? Vas-y, t'as pas de son ? C'est bon ? Ça fonctionne ? Super. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, de se voir en vrai. C'est assez rare cette année pour le souligner. Et donc, vous pouvez profiter de la fin de la journée pour vous rendre dans les deux espaces, à droite et à gauche, de cet amphi pour profiter des animations. Et notamment, vous avez dans le village des entrepreneurs donc, les ateliers zen, l'espace dédicace, un espace photo aussi, une borne à selfie avec le mur végétal. Et de l'autre côté, dans le hall business et meeting, vous avez le speed mentoring qui a encore lieu, un atelier onologie et aussi conseil en images. Donc profitez pour vous voir en chair et en os et puis des ateliers qui vous sont proposés. Voilà. Merci.